Un pays où un président ne peut être élu sans l'appui des religieux, où il peut faire démissionner un Premier ministre et aussi un procureur de la République. Un pays où une loi sur la famille ne peut être votée sans leur assentiment, où ils peuvent faire retirer un code sur la famille voté à l'Assemblée nationale. Un pays où ils sont même parvenus à obtenir la présidence de la Commission électorale nationale indépendante, la fameuse et très convoitée institution chargée de veiller au bon déroulement des élections. Un pays où les religieux peuvent activer les foules pour faire tomber un régime. Peut-il être considéré encore comme un pays laïque? Et cette notion de laïcité, héritage colonial verrouillé dans presque toutes les constitutions des pays francophones d'Afrique, est-elle applicable au Mali? Comment définir le modèle malien? Doit-on craindre pour la laïcité malienne avec cette forte poussée, cet important pouvoir des religieux musulmans? Est-ce envisageable que les partisans de la République islamique prennent le dessus finalement? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Bamako, en marge du mini-forum qui, pour des raisons liées à la pandémie du Covid-19, a choisi de reporter le grand rendez-vous, le vrai forum de Bamako, au mois de mai prochain, mais qui a néanmoins décidé d'aborder un certain nombre de thèmes plus souvent en distancié, comme on dit aujourd'hui, par Zoom. Plusieurs invités sur ce plateau consacré à l'épineuse question de la laïcité au Mali. D'abord, le docteur Madi Ibrahim Kanté, enseignant-chercheur en sciences politiques à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako, chercheur au Timbuktu Institute. Docteur Madi Ibrahim Kanté. Bonjour, docteur. Bonjour. Notre second invité est Maître Muntaga Tall. Maître Muntaga Tall est avocat, ancien ministre et ancien député. Bonjour, Maître Muntaga Tall. Bonjour, Alain. Merci d'être là. Merci. Notre troisième invité, le seul chrétien, minorité religieuse dans ce vaste territoire à 95% musulman, est Jean-François-Marie Camara, membre des jeunes chrétiens de Garantibourou, un quartier de Bamako. Jean-François est également chercheur en sciences politiques à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Bonjour Jean-François-Marie Camara. Bonjour Monsieur Foucault. Je rappelle que vous êtes membre d'une association chrétienne. Voilà. Chercheur aussi à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Parfait. Quatrième invité de ce plateau de Bamako, Dr Amadou Koné, imam et professeur à la faculté des sciences. Bonjour Monsieur Amadou Koné. Bonjour Monsieur Foucault. Merci d'être là. Merci. Alors j'ai envie de commencer de façon un peu, on va dire de façon un peu brutale, en posant la question. Est-ce qu'on peut dire que le Mali est un pays laïque, même si c'est écrit dans la Constitution? Je m'adresse par exemple à Maître Muntaga Tall. Merci. Je pense qu'il faudrait d'abord s'entendre sur la définition de la laïcité. Il n'y a pas de définition universelle. Pour ce qui me concerne, la laïcité, je rejoins le professeur Maurice Glélé. Il dit que l'État laïque n'est pas l'État religieux. Ce n'est pas l'État irréligieux, c'est l'État religieux qui se met à égale distance de toutes les religions, mais qui ne rejette pas les religions. Ça, c'est l'État irréligieux. Oui, mais lorsque les religieux interviennent alors, j'arrive dans le processus. J'arrive à ce niveau. Pour ce qui concerne le Mali, il y a beaucoup de clichés qu'il faut démonter. Il y a énormément de choses qui se sont passées pour l'élection des présidents de la République, pour le départ d'hommes politiques importants, des présidents, des premiers ministres, pour la CENI, pour d'autres choses, qu'on a vite fait de mettre à l'actif des seuls religieux. Ça n'a jamais été vrai. Il y avait les religieux, il y avait les opérateurs économiques, les syndicats, les militants des partis politiques qui se sont mis ensemble pour défendre une cause. Et chaque fois... Oui, mais vous ne parlez que là. Vous ne parlez que de là. Mais quand vous entendez vous-même les religieux qui disent ici, on ne peut pas faire de vote sans la participation des religieux et qu'on voit les hommes politiques courir après tous ces religieux-là, on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas vrai, c'est un cliché. Les hommes politiques vont chez les religieux. Oui. Ils vont chez les syndicalistes. Ils vont voir ceux de la diaspora. Ils vont voir les opérateurs économiques. Ils vont voir les jeunes et les femmes. Maintenant, partir de là, pour tout ramener à une catégorie sociale, c'est une forme de stigmatisation qui n'a pas lieu d'être. Il faut faire attention parce qu'on en tire des conséquences qui ne sont pas vraies et qui déforment. Oui, mais là, tout le monde a vécu ce qui s'est passé ici. Ce que vous dites était valable sous Modibo Keïta dans la période socialisante de ce pays. Mais on a vu des religieux ici qui ont pris énormément de poids. Je n'invente quand même pas ça, docteur Kanté. Non, ils ont pris du poids, mais ils n'étaient pas seuls.
Docteur Kantré. Oui, effectivement, quand on regarde la situation du Mali, c'est complètement différent parce qu'on ne peut pas faire une comparaison entre le Mali, par exemple, à un pays arabe ou dans le Moyen-Orient, non plus à un pays européen comme la France. Absolument. Pourquoi? Parce que quand on regarde déjà dans l'histoire du Mali, on trouve l'islam avait déjà un rôle. Et puis aussi, ce qui est l'islam aussi qui avait déjà comme une laïcité, parce que qui a laissé tout le monde à exercer ce qu'ils veulent par rapport à leur religion, par rapport à leur culte, sans problème. Alors, si on retourne vers ça, je pense que c'est une solution par rapport à la situation du Mali. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire le Mali comme un pays islamique. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas l'islam qui est là comme une loi, ou c'est pas l'islam qui est là comme le pays, comme l'Iran, par exemple. Bon, on voit déjà, il y a une grande différence entre le Mali et ces pays-là. Vous partagez le même point de vue? Oui, parfaitement. Hein. Le Mali est un pays laïque dès sa création. On peut remonter jusqu'à l'empire du Mali, on peut remonter jusqu'à l'empire du Ghana. Toutes les confessions religieuses s'exprimaient librement et la création de la République du Mali n'a pas fait exception à cela, n'a pas dérogé à cette règle du bon cadre de vivre, du bon cadre d'expression religieuse. Donc le Mali a été vraiment laïque. Maintenant, le jeu démocratique veut que la majorité l'emporte. Quand on vote, entre nous sommes 5 ici sur le plateau pour l'instant. Et quand on vote ici, naturellement, il y aura une majorité. Maintenant, si à la base, on est majoritairement musulman, il va de soi que l'expression populaire démocratique, ce sont des gens qui tiennent compte de la dimension religieuse sans que ça ne soit en toi un dictat religieux en tant que tel. Monsieur Camara, oui. Vous qui êtes de la minorité religieuse ici, puisque vous êtes plutôt chrétien, est-ce que le Mali reste un État laïque? Voilà. Avez-vous le sentiment que non aujourd'hui? Il faudrait faire... Moi, j'ai une autre lecture que mes prédécesseurs par rapport à cette question de laïcité au Mali. Alors, il faut essayer de faire la genèse même de notre République laïque. Quand vous regardez, à partir de 1960, il y a une doctrine naissante au Mali qui dit que le Mali a été dirigé qu'une fois et demie par les partis politiques. C'est-à-dire, on était véritablement un État laïque à partir de 1960 et 1968. Il n'y avait pas de clivage ethnique, il n'y avait pas de chef religieux qui pouvait désigner quelqu'un comme ministre, comme on appelle comme directeur d'une entreprise ou directeur d'un service public au Mali. Mais à partir du coup d'État de 1968, il y a qui a porté Moussa Traoré au pouvoir, il y a eu ce qu'on appelle une sorte de transformation de notre République laïque, parce que Moussa Traoré a donné plus de place, plus de poids aux chefs religieux. Et lorsque les démocrates sont arrivés au pouvoir en 1991, c'est ce qui a amené tous ces problèmes de clivage ethnique, comme on appelle, entre les différentes communautés aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer dans une république, qu'est-ce que c'est qu'une république? Une république, ça veut dire tout simplement l'égalité des hommes devant les lois. Il n'y a pas de distinction de croyance ni de distinction de conviction. Mais quand vous regardez aujourd'hui dans la pratique, nous avons une constitution, bien vrai que nous avons une constitution qui garantit la laïcité. La laïcité, d'ailleurs, dans son article 118, quand vous regardez, qui dit que les limitations temporelles de notre révision constitutionnelle, il y a 3 notions qui ne peuvent pas faire l'objet de révision au Mali, notamment la forme de la laïcité de notre République. Ça, c'est de façon formelle. Mais dans la pratique, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à améliorer. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, il y a l'éruption des chefs religieux sur la scène politique. Cela est dit à quoi? Cela est dit à la faiblesse de nos partis politiques. Parce que nous avons un système politique qu'on appelle la démocratie représentative. Cela veut dire, comme selon Max Weber, les enfants de la démocratie représentative, c'est les partis politiques. Au Mali, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Il y a une confusion totale entre la société civile et les partis politiques. On ne sait pas qui est société civile. Donc, si les religieux prennent du poids, c'est parce qu'il y a une défection vis-à-vis des hommes politiques. Justement, c'est ça. C'est parce que c'est eux qui sont là. Giovanni Sartori, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les acteurs clés pour la mise en place d'un État démocratique et prospère, profitable à tous, c'est les partis politiques. Lorsqu'il y a une crise dans un État démocratique, lorsque l'État devient défaillant à mettre la sécurité sur l'ensemble du territoire, lorsque l'État démissionne pour créer des services sociaux de base, ne cherche pas la responsabilité chez X, mais chez les partis politiques. C'est pour cela que les partis politiques sont allés chercher les leaders religieux qui sont venus battre campagne dans les mosquées. Alors, ça, c'est un discours qui est différent de celui que j'écoute là, où on dit non, il n'y a pas émixtion des religieux dans le monde politique. Mais ça se voit, je veux dire, tout le monde dans ce pays connaît le pouvoir, par exemple, de Mahmoud Dicko, qui a accompagné des gens, qui a été consulté, et chacun sait qu'on va voir les chefs religieux régulièrement, et qu'ils donnent
des mots d'ordre de vote. Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement dire, comme il le dit, que oui, il y a une immixtion réelle des religieux dans la politique, mais du fait de la défection des hommes politiques, mais elle est là. Est-ce qu'elle n'est pas là, Dr Koné? Oui, les religieux sont présents. Oui. Maintenant, il a dit, M. Camara, en fait, les hommes politiques, j'en suis un aussi également, un acteur politique, et des fois, ils sont en quête de légitimité. Comme le Mali était un pays par essence, il y a des leaders avec des adeptes, parce qu'il y a beaucoup de courants spirituels qui ont énormément d'adeptes partout au Mali. Des chefs religieux. Des chefs religieux. Donc, certains leaders politiques ont vu que, en tout cas, le maître Moutarattal l'a dit, ils courtisent tout le monde, mais quand ils courtisent ces leaders-là, ils espèrent qu'ils vont avoir plus de voix lors des élections. Maintenant, à chaque fois... Ce qui n'est pas forcément faux, puisque quand on écoute leur prêche, quand ils appellent à voter, les fidèles ont plutôt tendance à plus les écouter. Oui, ils les écoutent, mais des fois, ils ne les suivent pas toujours par rapport aux consignes de vote également. Ils ne les suivent pas systématiquement, parce que justement, la scène politique, c'est différent. Le Mali est un pays aussi, comme il y a beaucoup de candidats lors des élections, et dans les mosquées, on a les différentes tendances, on a les différents courants, on a les différents partisans. Donc, ils ne suivent pas toujours les leaders religieux. Mais par contre, comme ces leaders-là, ils sont 3 ou 4 qui ont une force réelle de mobilisation. Qui soulèvent des populations. Voilà, je veux dire, on a vu dans le stade ici, à Bamako, 50 000 personnes à l'appel de Mahmoud Dicko. Voilà, donc tout naturellement, les politiciens... les leaders politiques vont les courtiser en espérant justement bénéficier en tout cas d'un vote massif de l'ensemble de ces adeptes-là. Donc maintenant, je pense qu'ils ne sont pas en train d'imposer la loi islamique ou bien de faire... Oui, mais on a vu reculer par exemple sur le code de la famille qui avait été voté par l'Assemblée nationale. Ils ont dit on n'est pas d'accord avec ça et on a reculé, oui. Maître Moutagattal. Non. On a reculé. Non, sortons des clichés. Le Code des personnes de la famille, c'est moi qui l'ai introduit à l'Assemblée nationale en 1994. C'est 15 ans plus tard qu'il a abouti. La veille de l'adoption, des consignes politiques inacceptables sont arrivées pour nous dire qu'il faut tout changer. J'ai mis l'Assemblée en garde. Dit, si vous changez, le peuple malien n'acceptera pas. Et le peuple malien n'a pas accepté. Ce qui était un stade, il n'y avait pas 10% de religieux. Il y avait les Maliens. Pourquoi? Parce que vous savez, une loi qui n'est pas acceptée par le peuple auquel elle doit s'appliquer n'est pas une bonne loi, premièrement. Deuxièmement, c'est Portalis, un jurisconsulte français, qui a dit, depuis le mois où on faisait le code civil, que les lois sont faites pour les hommes et non pas le contraire, les hommes ne sont pas faits pour les lois. Oui, mais en même temps, on peut manipuler les populations. Chaque fois que les religieux ont fait irruption sur la scène politique, c'est parce qu'il y avait des lois qui portaient atteinte aux valeurs religieuses, aux valeurs culturelles, et que les Maliens, dans leur grande majorité, refusaient. Je vais plus loin. La défiance dont on parle, le fait d'aller faire la cour, je sais pas, ça correspond encore à des clichés. Les hommes politiques vont voir toutes les couches socio-professionnelles qui s'engagent tous. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils s'impliquent pour que le projet puisse aboutir. Nous sommes dans une société où, faute de moyens, il faudrait l'accompagnement du plus grand nombre. Donc, ramener tout à une seule couche, les religieux, encore une fois, ça correspond à un cliché. Pour autant, je ne nie pas. Oui, parce qu'en réalité, quand vous dites ça, oui, je ne nierai jamais très important dans l'environnement. D'autant plus que j'en suis je suis d'une famille de religieux. Je connais le poids. Mais je dis aujourd'hui, il n'y a que des clichés. Et au Mali, la défiance, ce n'est pas vis-à-vis de la classe politique. La défiance, c'est vis-à-vis de la gouvernance et des gouvernants. Et parmi ces gouvernants, croyez-moi, la société civile et la classe politique au Mali ont gouverné ensemble depuis 50 ans. Les militaires et les civils depuis 50 ans, les jeunes et les aînés depuis 50 ans. C'est la gouvernance qui est en cause. Pourquoi donc le M5 auquel j'appartiens a dit qu'il faut refonder. C'est le mouvement qui a renversé le régime du président je suis membre du comité stratégique. Nous avons dit c'est tellement pourri qu'on ne peut pas colmater. Il faut refonder. Non pas refonder tel ou tel pan aujourd'hui au Mali, mais refonder le Mali entièrement et profondément. Alors, moi, j'entendais... Oui, effectivement, je voulais juste intervenir sur un point.
Concernant la situation du Mali, par exemple, est-ce que si on a une mobilisation contre une loi, est-ce que seulement c'est sur une cause de la religion, ou parfois il y a une partie de la culture et la tradition malienne qui rejette tout ça, et puis ce sont des leaders qui prennent ça comme sérieux et qui seront devant la foule pour mobiliser la population contre une loi. Parce qu'au Mali, quand on regarde la situation du Mali, on trouve que le Mali, c'est un pays de la culture, c'est un pays des traditions. Parfois, la culture et la tradition, c'est plus lourd c'est plus respecté plus que la religion. Par exemple, dans certaines communautés, quand il y a une loi islamique et une tradition, on trouve qu'il y a une confusion entre les deux. Parfois, la majorité préfère même d'aller vers leur tradition, pas vers l'islam. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la définition même de la laïcité? Parce qu'on a le sentiment que lorsqu'on parle de laïcité, on regarde des modèles qui ne correspondent pas à la tradition d'ici, à la culture d'ici. Est-ce que l'erreur ne vient pas du fait qu'on définisse la laïcité en fonction des autres et pas en fonction de l'histoire même du Mali? C'est d'ailleurs l'un des véritables problèmes. C'est pas que le Mali, c'est un problème africain. C'est-à-dire, nous, les États africains ont besoin d'avoir des inspirations endogènes. Parce que quand vous regardez notre constitution, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent de la constitution de la 5e République française. Qui ne correspondent pas à la réalité locale. Pas à la réalité. Regardez aujourd'hui, quand le chef traditionnel, les chefs pendant les élections et autres, quand le gouvernement, le pouvoir exécutif a besoin de faire passer un message, il utilise les chefs traditionnels. Et à la fin, les chefs traditionnels n'ont pas assez de statut juridique. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous regardez le Sénat, qu'est-ce qui signifie le Sénat? Un mot romain qui signifie la maison de charge. Alors que pourquoi ne pas créer une forme de Sénat de façon endogène qui permettrait vraiment... Mais là, vous allez totalement dans autre chose, c'est-à-dire vous essayez de trouver des parades à cela. Mais est-ce qu'il ne faut pas définir un modèle de laïcité qui corresponde véritablement à la réalité locale? Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, un président de la République qui prête serment sur le Coran, d'entrée de jeu, on n'est plus totalement dans la laïcité telle qu'on l'a définie ailleurs. Mais dans la laïcité locale, peut-être. Oui. Même aux États-Unis, c'est une république laïque. Absolument. N'empêche que le chef d'État prête serment sur la Bible. Sur la Bible, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Ça ne peut pas être contraire à la laïcité. Le Mali, même pendant je parle sous le contrôle de mon aîné, Maître Moutaratal, même pendant la conférence nationale de 1991, il paraît que ça a été évoqué, on avait demandé que le chef d'État s'il est de confession chrétienne, il va prêter serment sur la Bible. S'il est de confession musulmane, il va prêter serment sur la Bible. Alors j'ai envie de comprendre, ça veut dire que si chose peu probable ici, si chose peu probable, il y avait un président qui soit de la minorité chrétienne, il prêterait serment sur la Bible? Ce n'est pas dans la Constitution, ce n'est pas dans les textes, mais par exemple, c'est dans mon programme politique depuis au moins 20 ans. Oui. Maintenant, la laïcité est le domaine par excellence où le Mali a rompu avec l'ancienne puissance coloniale. Parce que là-bas, la laïcité, on appelle ça une exception française. Ça devient aujourd'hui peu ou prou le rejet de tout ce qui est religieux. Au Mali, c'est l'intégration de la religion dans tous les domaines. Mais pas seulement que la religion. Vous savez que dans le Mali profond, le chef de village a autant de pouvoir et d'influence que l'imam. Ce sont les deux personnalités les plus importantes. Mais on ne parle jamais des chefs de village, on ramène tout à la religion, comme si on veut mettre la religion en dehors de tout. Or, la religion, c'est dans le vécu du Malien, ça existe au plus profond de lui-même. Et vouloir gommer la religion ou attenter à la religion, c'est être sûr d'avoir tous les Maliens sur leur dos. Mais pour conclure sur ce point, je pense qu'il s'agit en République que la religion se conforme à la loi pour autant que la loi ne viole pas les principes les plus sacrés de la religion. Mais vous savez très bien que si ce sujet passionne, c'est parce qu'il y a une menace. Il y a une menace djihadiste ici qui voudrait absolument que ce ne soit plus un État laïque. Certains ont même parlé de charia. Est-ce que ça ne vient pas de là, le fait que l'on regarde un peu le modèle de laïcité malien avec une certaine suspicion? Est-ce qu'on ne devrait pas la définir de façon définitive pour qu'on comprenne ce que c'est la laïcité malienne, docteur? Oui, effectivement, parce qu'on a un problème au niveau de ça, parce que quand on regarde au niveau du
Mali, on a une tendance de copier ce qui est dans le Moyen-Orient, par exemple. Alors, si on va sur cette voie, on trouve directement... Mais il y a une pression de ceux qui veulent vous imposer ce modèle du Moyen-Orient et qui ne veulent plus de cet État laïque. On ne peut pas faire comme si on ne le voyait pas. C'est peut-être pour ça qu'on se pose la question de savoir est-ce que ça va résister, est-ce que cette poussée ne risque pas de... Mais finalement, d'installer ici une république islamique. Oui, bon. En réalité, si la population malienne décide de prendre une bonne voie, sans copier ce qui se déroule actuellement dans le Moyen-Orient, on voit que le changement arrive. Pourquoi? Parce qu'au niveau du Mali, chaque fois quand la population se mobilise pour contre quelque chose à l'intérieur, par exemple au début du terrorisme, ici au Mali, on trouvait que une partie de la population malienne qui était pour, et aussi on trouvait aussi, par exemple, il y a beaucoup de groupes terroristes qui ont été créés à l'intérieur du Mali, avec le leader malien à la tête. Alors c'est à partir de là, les Maliens ont compris que vraiment, ça c'est pas notre modèle à nous, pour prendre ça... Tous les Maliens? Pas tous les Maliens, une partie. Non, c'est pour ça qu'on se pose la question. Effectivement, une partie de Maliens qui ont vu exactement, on ne peut pas être dans le monde comme monde Moyen-Orient, alors de prendre l'islam comme terrorisme, d'utiliser ça au Mali pour essayer d'établir un État islamique. D'utiliser plutôt l'islam, parce que quand vous dites, puisque ce n'est pas l'islam, ce qu'il propose en réalité. Le fait qu'il y ait ces djihadistes existent au Mali fait que tout ce qui concerne la religion au Mali est hyper médiatisé et hyper amplifié, même si ça reste dans les normes. 1. 2. Vous savez, ce qui a endigué le plus le mouvement djihadiste au Mali, c'est moins les armées nationales et étrangères que le fait que leur message n'a pas été relayé par la quasi-totalité des autres religions. J'ai envie de dire bonjour à l'imam Omaro qui nous a rejoints. Bonjour, M. Alain. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une menace sur la notion de laïcité définie, telle qu'elle est définie au Mali, qui ne ressemble pas forcément à la laïcité telle qu'on la voit à la française, comme on l'a dit ici? Est-ce qu'il y a une menace dans ce sens, Dr Kony? Non, moi je pense qu'il n'y a pas une menace réelle qui pèse sur la laïcité au Mali. Peut-être en France, mais en tout cas pas au Mali. Parce que le Mali, je pense qu'ils l'ont dit, l'ancrage culturel est tellement fort qu'on a des couples mixtes, hétéro-religieux, on a des mariages, on a entre autres des événements sociaux qui intègrent les musulmans, les chrétiens, ceux qui sont dans... Oui, mais lorsque vous dites ça, on vous dit comment on intègre avec 5% de chrétiens. Mais ils n'ont jamais été inquiétés par la religion. Et aussi, la laïcité, encore, si on se réfère à la définition fondamentale de la laïcité, c'est vraiment l'expression des gens selon leur confession religieuse. Pas imposer une loi. L'État est à équidistance de toutes les confessions religieuses et chacun est libre de pratiquer la religion qu'il a choisie. Maintenant, le Mali, je pense qu'à ce niveau-là, le Mali, il n'y a pas de problème. Toujours, depuis l'Empire du Ghana, il y a... Oui, mais lorsqu'on regarde la poussée qu'il y a, la poussée de ces mouvements djihadistes qui veulent instaurer une république islamique, quand on écoute ça, vous n'avez pas d'appréhension, vous, par exemple, M. Camara, vous qui êtes de la minorité chrétienne? Voilà, il faut nuancer. Je ne pense pas que la laïcité de notre République soit en danger ou soit menacée. Parce qu'il faut quand même reconnaître que les chrétiens ne sont pas les cibles des attaques terroristes ou des attaques djihadistes. Malheureusement, c'est souvent les musulmans. Au Mali, quand même, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Quand même, il y a des tensions souvent entre les communautés, non seulement au centre, les communautés et les communautés de Congo, mais dire que les chrétiens ont été ciblés par des groupes terroristes ou des groupes djihadistes au Mali, quand même, je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais toujours est-il que moi, toujours, je reviens là-dessus. Je persiste et je signe sur cette question de gouvernance. Je rejoins un peu mon aîné, Maître Moutakatal, par rapport à cette question de gouvernance. Toute cette question du Mali se trouve où la question centrale, c'est la mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance. Tant qu'on ne parvient pas à sortir de cette gouvernance interpersonnelle, tant que les partis politiques ne jouent pas leur rôle pleinement, tant qu'on ne parvient pas à dégager le rôle des uns et des autres, voilà la place de la société civile, voilà la place des leaders religieux. Je termine par ça. Le leader religieux n'est pas partisan politique. Il doit être partisan de la paix et de la réconciliation. C'est ça la vraie définition du rôle d'un leader religieux. Le prêtre, quand il y a un souci entre les chrétiens, ils vont se retourner chez qui? C'est le prêtre. Quand il y a un souci entre les musulmans dans les quartiers, ils vont se retourner sur l'imam. C'est l'imam qui va essayer de réconcilier les parties. Donc le rôle de l'imam ou du prêtre
son rôle, il est partisan de la paix et de la réconciliation, mais il n'est pas partisan politique. Alors, puisqu'il y a un imam qui nous a rejoint sur ce plateau, qui n'était pas là dans la première partie, j'ai envie de lui poser la question de savoir, pour vous, est-ce qu'on va vers une république islamique? Est-ce que vous êtes en faveur d'une république islamique? Parce qu'on dit qu'il y a certains imams ici, dans ce pays, qui souhaiteraient qu'on en finisse avec ce fantasme sur la laïcité. Bon, moi, je pense que réfléchir comme ça du Mali, c'est mal connaître notre pays. Moi, je l'ai tout le temps dit, au Mali, même les mouvements, les grands rassemblements dont vous faites souvent allusion, aucun imam n'a appelé au nom d'une religion. Chaque fois qu'il y a eu un problème sociétal et religieuse, parce qu'en réalité, séparer la culture islamique à la culture du Mali, c'est très difficile. Le Mali a subi d'abord la colonisation islamique, bien avant la colonisation française. Et depuis dans le temps, quand nous regardons les grands empires qui ont constitué d'abord le terroir du Mali, vous verrez que les religions dominantes, c'était quoi? C'était l'islam et puis nos religions traditionnelles. Donc, de ce fait, le peuple même a épousé les religions. Donc, ce qui fait qu'il y a certaines valeurs qui sont d'abord contre notre vie quotidienne. C'est le quotidien du peuple malien. Donc, si ces valeurs-là sont mises en cause, tout de suite, le peuple se mobilise. Peut-être derrière quelqu'un, le leader religieux, qui, à un moment donné, qui a la capacité, qui a l'audace de réagir vite qu'est le leader politique. Mais souvent, qui sont rejoints par les politiques, s'ils voient la pertinence de la cause pour laquelle la population s'est mobilisée. Donc aujourd'hui, la laïcité au Mali n'a jamais été mise en cause, ni dans l'histoire, ni aujourd'hui. Ce qu'on veut nous imposer aujourd'hui, nous, on ne se reconnaît pas dans ça. Un islam qui vient égorger des imams, qui vient égorger des prêtres, qui vient, même pas des prêtres, des imams, des prédicateurs musulmans, qui vont brûler même dans les mosquées. Ça, c'est un islam que le peuple malien ne se reconnaît pas dedans. Nous, aujourd'hui, la minorité, la question des minorités, pour moi, ça ne doit même pas exister. Vous trouverez que j'ai un voisin chrétien où ses droits sont respectés par moi. On n'a pas de problème de cohabitation. Donc aujourd'hui, il est important que la communauté internationale, que tous les acteurs qui interviennent au Mali comprennent que ce peuple a ses spécificités. Il est très difficile de gouverner un peuple en dehors de ses identités. Donc, cherchez à connaître la vraie identité du peuple malien et aidons-nous à bâtir notre démocratie sur nos valeurs endogènes plus qu'une démocratie importée. Donc moi, je situe le problème du Mali à ce niveau plus qu'un problème de laïcité ou de religion. Donc elle n'est pas menacée par ceux qui arrivent, qui ont envie de changer ce modèle que vous décrivez. Je vous donne juste un exemple. Quand les choses ont commencé au nord du Mali, avec l'invasion des différents groupes qui se disent djihadistes. Ces mots même, je n'ai même pas utilisé ce mot. Parce que le mot djihad en islam, c'est un mot qui qualifie un brave homme qui se bat pour une cause juste. Donc aujourd'hui, c'est un mot qui a été emprunté par des malfaiteurs qui utilisent contre l'islam même. Donc, raison pour laquelle je n'aime même pas les appeler des djihadistes, pour moi, c'est des terroristes. C'est des gens qui sont venus s'aimer la terreur sur notre terroir. Donc, pour moi, depuis l'époque, le Haut Conseil islamique du Mali a tenu une rencontre. Ils ont même fait un document pour dire que ce qui se passe au nord du Mali, au centre du Mali, est tout sauf l'islam. Parce que la religion que nous connaissons, c'est une religion qui prône d'abord la paix, la cohabitation, le respect de l'autre. Donc c'est ça la vision de tous les leaders religieux au Mali, en tout cas ceux qui portent la parole au nom de la religion. Maintenant, nous avons une société qui est organisée de telle sorte que si nous essayons de voir même la démocratie, si c'est vrai que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, et si c'est la majorité qui emporte, obligatoirement, s'il y a un mouvement, vous verrez qui est religieux, qui n'est pas religieux. Je voyais Maître Mountaga Tall qui voulait intervenir. Rapidement. Vous savez, au Mali, la laïcité, au-delà de son aspect institutionnel, est sociologique. Vous ne ferez pas la différence dans un quartier entre un chrétien et un musulman. Ils se marient. Tout le monde fait la fête de Tabaski et de Ramadan. Tout le monde fait Noël et Pâques. Il n'y a absolument aucune différence. 1. 2. Musulmans, chrétiens, nous sommes menacés d'égale façon par ces hordes terroristes. Ils ne font pas la différence. Ils tuent plus de musulmans que de chrétiens. Donc on pense à... Troisièmement, ce qui a endigué le plus l'avancée de ces terroristes, ce sont les éléments du Mali qui se sont mis ensemble pour dire ce ne sont pas des musulmans, leurs pratiques ne sont pas musulmanes, nous devons nous mettre ensemble
pour refuser. Et bien évidemment, ce mouvement a été amplifié par l'ensemble de la société sans considération d'appartenance confessionnelle. Maintenant, le vrai problème au Mali, sur la laïcité, où il y a toujours un focus, je l'ai dit, je le rappelle, c'est parce que on a toujours voulu, enfin, chaque fois qu'il y a eu ces manifestations, c'est parce qu'il y avait des lois qui heurtaient le Malien, peu importe sa confession. Ça le heurtait, le Malien a dit non, ils se sont mis ensemble avec les politiques, avec la société civile, avec les religieux, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Oui, en fait, je pense qu'il n'y a vraiment pas de raison de craindre que les groupes terroristes, je rejoins parfaitement l'imam, parce qu'en en fait, ils combattent au nom de l'islam pour avoir des sympathies, des faveurs, des appuis extérieurs, mais en réalité, c'est tout sauf que l'islam en pratique. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de risque qu'ils imposent quelque chose, parce qu'ils sont même rejetés par la population. Hein. Ils sont rejetés. Mais quand vous dites ça, nous, on a le sentiment que dans le nord et dans certaines régions du pays, ils sont bien intégrés. Oui, c'est eux qui tiennent le pays. Je veux dire, cette partie du pays-là. Voilà, donc je dis ils sont rejetés par la population, ils sont rejetés par les leaders religieux. Là où ils ont des sympathies, c'est là où l'État est défaillant. Donc comme l'a dit M. Camara, c'est un problème de gouvernance. Quand un juge tranche un verdict juridique en faveur du plus offrant, il va savoir que c'est un problème. Là où ces groupes terroristes-là, c'est que là, ils font la justice, ils font entre ces juges qui tranchent en fonction de l'argent, ils les combattent eux aussi. Ils combattent l'absence de l'État. Les services sociaux de base, ils donnent même de l'argent à des pauvres pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, voilà, pour démarrer une économie. Donc partout où ils ont eu du succès, entre une sympathie populaire, locale, c'est là où l'État a été défaillant. Point. Maintenant, il n'y a pas de risque. Et ces mêmes populations s'élèvent quand ils vont essayer de... Oui, mais est-ce que lorsqu'ils s'installent dans ces zones-là, ils ne finissent pas par convertir les gens à cette conception? C'est de ça qu'il est question. Non, ils n'ont pas réussi. Chaque fois qu'ils s'installent, les populations partent. Quand on parle de réfugiés intérieurs au Mali, quand on parle de réfugiés dans les pays voisins, c'est chaque fois qu'ils se sont installés, les populations, parce qu'elles sont en désaccord, ont préféré partir. Mais dans les zones Touareg, dans les zones du Nord, on n'a pas l'impression que les populations... Dans les zones du Nord, le problème est aujourd'hui différent. Oui. Au début, quand ils ont réussi à s'installer, tous ceux qui ont pu partir sont partis, y compris l'État, y compris les représentants de l'État. Tout à fait. Y compris les citoyens. Maintenant, qu'ils sont partis au Nord, il s'est greffé. Non, la question terroriste s'est greffée à la question séparatiste. Et aujourd'hui, les revendications sont plus politiques, socio-économiques que religieuses. Et c'est pour cela qu'il y a des tentatives de régler la question politiquement. Mais sur le plan religieux, je vous répète, chaque fois qu'ils sont installés, les populations sont parties parce qu'elles sont en désaccord. Cela dit, certaines de leurs pratiques, telles que la façon dont ils rendent la justice, doit interpeller les gouvernants. Parce qu'ils ont une justice à laquelle les populations adhèrent plus qu'à la justice. Mais elle est quelquefois expéditive et violente. Elle est expéditive et violente. Et quelquefois, non, je ne suis pas sûr qu'elle réponde aux principes démocratiques. Entendons-nous bien. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis que ça nous interpelle. En ces aspects négatifs, comme en certains aspects auxquels certaines populations adhèrent. Mais pour l'essentiel, les gens partent parce qu'ils ne sont pas d'accord. Imam ? Oui, en fait, moi, la question revient toujours à cette mauvaise gouvernance qui a engagé tous ces processus au Mali. C'est-à-dire quand on essaie même de voir la cartographie du Mali, c'est-à-dire quand on prend le Mali, l'islam, c'est à partir de Tombouctou, les régions... Tout à fait, c'est venu du nord. C'est venu vers le centre. Oui. C'est-à-dire quand tu prends les grands centres islamiques du Mali, sinon les grands centres où la plupart des érudits du Mali ont été formés, c'est à partir de ce goût, tout en remontant vers le nord du Mali. Mais aujourd'hui, c'est les zones aujourd'hui convoitées par ceux qui disent qu'ils vont venir nous dicter un islam où on ne connaît pas. Par exemple, quand tu prends des zones comme un peu la région de Koulikoro, la région du Koulikoro, c'est des zones où c'est des zones de fétiche qui est reconnue par tout le monde, où là-bas la pratique de l'islam est peu considérée. Pourquoi ils ne sont pas partis là-bas? Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt lié à ces zones-là. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, ils ont bien étudié la situation du Mali.
ils savent qu'il y a un intérêt lié à des zones où ils ont vu la défaillance de l'État, ils ont profité. La précarité. La population qui vit mal, une population qui vit mal, qui cherche, qui vit sur le qui-vive, le minimum pour résister. La population n'a pas ça. S'ils viennent avec de l'argent, ils viennent, la justice a failli, ils viennent se mettre comme des justiciers. Pas pour couper les mains ou autre chose. Couper les mains, par exemple. Non, couper les mains, ça n'a pas duré, c'était juste... C'est anecdotique, ouais. Voilà, ça. Mais par contre, vous allez voir que les litiges fonciers, ils viennent dans un village, ils trouvent qu'il y a un riche commerçant depuis Bamako, il a confisqué les terres des pauvres populations qui vivent sur une localité donnée, ils viennent, ils récupèrent et ils restituent aux propriétaires, aux ayants droit. Donc en faisant cela, ils essayent de conquête des esprits. Voilà, ils essayent d'avoir de la sympathie. Mais en réalité, ces populations, malheureusement, ils cherchent à éviter la honte. Ils cherchent à éviter d'être tués par des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc ils font semblant. Mais en réalité... Vous avez le sentiment qu'ils n'ont pas convaincu. Non, ils n'ont pas adhéré. Ils n'ont pas du tout adhéré à leur cause. Alors, on soupçonne ici, puisqu'on revient à la question de la laïcité, on y est certes, mais on a pris d'autres voies. On soupçonne les religieux ici d'avoir un calendrier caché. Ici, autour de la table, tout le monde sait qu'on pense que Mahmoud Dicko, par exemple, vise quand même la tête de l'État. Est-ce que les imams, est-ce que les chefs religieux sont intéressés par ce pouvoir-là aujourd'hui? Est-ce que c'est interdit que l'imam Dicko soit le président de la République? Je pose une question. Non, juste une question. Non, c'est pour vous dire aujourd'hui, moi, il est très important que les gens arrêtent de stigmatiser la bonne foi pour trouver. Nous voulons trouver ensemble la solution à un problème qui mine notre pays, qui est la mauvaise gouvernance. Et chacun est concerné. L'imam dans sa mosquée, si le pays n'est pas bien, il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Donc, si lui sait que son implication peut amener les Maliens à se parler, par exemple, au-delà aussi de l'aspect religieux, moi, je suis imam, mais avant tout, je suis géographe de formation. Mon pays m'a donné une formation académique. Et si je sais que j'ai un savoir-faire pour aider mon pays à s'en sortir, pourquoi je reste dans la mosquée pour dire que seulement je suis imam? Là où je voulais en venir... Allez-y, monsieur Maître Moutagakan. Rapidement, deux choses. Je crois qu'il ne faut pas faire des religieux des citoyens à part. Il faut en faire des citoyens à part entière. Si on ne veut pas créer encore plus de frustration avec des retours de bâtons préjudiciables à tous. Et si on en fait des citoyens à part entière, on entre dans une sorte de normalité. Mais ce n'est pas le plus important. Il faut relativiser. Qu'il y ait 2, 3 ou 4 religieux qui font immixtion sur la scène politique, on ne peut pas dire que les religieux au Mali sont sur la scène politique. Il y a des hommes politiques, pas beaucoup, qui sont allés voir des religieux pour leur dire « aidez-moi ». Il y a quelques rares religieux qui leur ont dit « je suis avec toi, à la limite, je suis ton militant, je vais battre campagne pour toi ». Mais vous ne pourrez pas dépasser les cinq doigts d'une main quand on se met à les compter. Et il ne faut pas faire une généralisation abusive. Ce ne sont pas les religieux, ce ne sont pas les politiques qui ont déserté, qui sont allés chercher les religieux, se cachent derrière eux. C'est 2 ou 3 complices qui se sont mis à faire des choses. Oui, en fait, même si je suis d'accord vraiment avec mes prédécesseurs, les religieux, en fait, justement, ils sont des citoyens avant tout, des sujets de droit qui peuvent être candidats. Et s'ils ont un projet de société, je pense que ce n'est pas pour porter les projets religieux. C'est pour, bien sûr, par ailleurs aussi, créer un cadre où tout le monde peut s'exprimer, y compris les religieux eux-mêmes. Parce qu'on est 100% religieux au Mali, qu'on soit chrétien, musulman ou autre chose. En France, il y a un parti... Et puis il y a les religions traditionnelles, voilà, oui, qu'on a l'air d'avoir oublié. En France, il y avait un parti chrétien créé par Christine Boutin en 2001, dont la chrétienté apparaît même dans le nom. En Allemagne, Angela Merkel. Et CDU, c'est un parti chrétien. C'est même dans le nom aussi, les chrétiens démocrates. Ça veut dire quoi? Que les religieux, quand ils ont un parti, c'est tout à fait légitime. Ils ont le droit de le faire parce qu'on est en République, on est en démocratie. Chacun peut parler. Maintenant, quand ils vont à la conquête du pouvoir, ce n'est pas pour imposer les règles religieuses. Parce qu'ils ont une façon de voir, une manière de faire, un projet de société à proposer. Ils pensent qu'en plus des compétences techniques, Dr Jalal, en tout cas, l'imam l'a dit, en plus des compétences techniques, ils ont les valeurs religieuses. Et on pense qu'au nom de ces valeurs religieuses-là, on peut les faire confiance
Parce que ces démocrates, il y a beaucoup de démocrates, des républicains qui ont frôlé la loi républicaine sous les pieds, qui ont violé, etc. Donc, c'est pas pour rien qu'aux États-Unis, les présidents prêtent serment sur la Bible. Parce qu'au-delà des compétences du projet, on pense que, bon, maintenant, comme il est un croyant, il s'est dit qu'il y a une force qui le voit, qui le surveille, il va bien faire, même s'il n'y a pas de caméras de la République braquées sur lui. Alors, oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit tout de suite par les prédécesseurs. Aujourd'hui, la question n'est pas que notre laïcité est menacée ou l'imam ou les imams veulent être candidats. Ils peuvent être candidats. Cela n'est pas un problème. Il n'y a aucun texte de la République qui les interdise de se présenter. Maintenant, il ne faut pas qu'ils portent la double casquette. Être leader religieux et être leader, comme on appelle, militant politique. C'est là, du point de vue de l'éthique et de la morale, ça ne peut pas passer. Et encore, je voudrais terminer par ici. Aujourd'hui, au Mali, le véritable problème, c'est quoi? C'est la mauvaise gouvernance. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes arrivés là aujourd'hui? Parce que nos partis politiques ont transformé vous l'avez déjà dit, démocratie représentative en démocratie électorale. Ce qui les intéresse, c'est des questions liées aux élections. Alors on a bien compris que la question, depuis le début, c'est la gouvernance. Et que la question, c'est la gouvernance et qu'on cherche à... Mais ce qui est par la gouvernance, c'est encore une stigmatisation des partis politiques et une généralisation abusive. Mais je voudrais dire une chose qui est importante. Les partis religieux au Mali sont interdits. Oui. C'est important à signaler. Bien. Les partis politiques, les partis religieux sont interdits au Mali. Ce qui montre que on ne veut pas. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté de venir en débattre ici, puisque nous arrivons au terme de ce débat africain. Nous allons poursuivre ce débat puisqu'il se présente au niveau continental aussi. Et on retrouve la même chose dans des pays qui sont de fortes traditions chrétiennes aussi, au Bénin et dans d'autres pays. On en parlera parce que c'est un vrai sujet, et puis redéfinir peut-être ce que c'est la laïcité à l'africaine. Avec nos traditions. Absolument. Merci en tout cas. Ce débat africain est à présent terminé. L'actualité continue sur France 24.